La SAST décolle et atterrit son démonstrateur de fusée, l'ISRO a testé son lanceur réutilisable, Starbase bourdonne de préparation pour l'essai en vol 5, ULA reçoit son deuxième Vulcain Centaur, un échantillon provenant de la face cachée de la Lune revient sur Terre, Elon Musk nous donne une visite guidée de la Star Factory, la NASA prépare la retraite de la SSI, Firefly va décoller depuis l'Europe, revue de nombreux lancements de fusées de cette semaine, la Russie et la Chine officialisent leur base lunaire. Je suis Christophe Paget d'Espace News et ceci est votre revue spatiale hebdomadaire. Shanghai Academy and Spaceflight Technology, ou SAST, est une branche du groupe chinois CASC, créé en 1961. Ils conçoivent et fabriquent les longues marches 2D, 4B, 4C, 6, 6A, 6C et 12. La Chine tente de rattraper SpaceX en termes de réutilisation. SAST a testé le 23 juin son démonstrateur d'atterrissage vertical à décollage vertical avec un grand succès jusqu'à 12 km d'altitude. En comparaison, ce vol et cette technologie ont environ 10 ans de retard sur SpaceX, mais avec les ressources, le bénéfice du recul grâce à SpaceX et des autorités de navigabilité chinoises moins contraignantes sur le plan environnemental, SAST devrait rapidement rattraper SpaceX. Alors bonne chance à SAST et je continuerai à vous montrer leurs progrès au fur et à mesure. Selon China and Asia Spaceflight, le prochain test de SAST sera un test similaire jusqu'à 70 km d'altitude avec son prototype de 3,8 mètres de diamètre pour couvrir tout le profil de vol du premier étage, suivi d'un premier lancement orbital prévu pour 2025. ISRO a une énorme ambition spatiale, comme vous le savez peut-être déjà. Ils ont l'intention de disposer d'un lanceur réutilisable similaire au Dream Chaser d'Axiom Space. Cette semaine, ils ont testé pour la troisième fois les performances d'atterrissage de leur lanceur réutilisable appelé Pushback. Il s'agissait d'amener le véhicule à 4,5 km d'altitude par hélicoptère et de le larguer et d'étudier le comportement du véhicule à grande vitesse et son aérodynamique afin de simuler au plus près la rentrée à grande vitesse du véhicule et de démontrer un atterrissage autonome. L'ISRO a choisi des conditions venteuses défavorables et a atteint une portée transversale de pushback de 500 mètres. À Starbase, au site de lancement, nous avons vu tous les réservoirs extérieurs du parc de réservoirs verticaux retirés et découpés. La semaine prochaine, SpaceX attaquera ces réservoirs intérieurs. Un grand réservoir horizontal a rejoint le parc de stockage pour être placé à la fin de cette longue rangée de réservoirs. Ce n'est cependant pas le dernier. Et bien sûr, la base de la tour Mekasila numéro 2 était en cours d'assemblage avec des pièces métalliques, puis renforcées avec du béton. Une grue géante est en cours d'assemblage pour assembler cette haute tour Mekasila numéro 2. SpaceX a vraiment déployé beaucoup d'efforts pour repenser tout ce qu'ils font pour s'améliorer et le faire plus rapidement. La base s'est finalement transformée en une boîte avec un accès ouvrant sur un des côtés. Afin de vérifier la procédure de récupération du premier étage super lourd, le prototype B14.1 a été transféré sur le site de lancement, installé sur sa rampe de lancement et quelques contrôles ont été effectués avec les baguettes Mekasila. Sur le site de production, le Starship numéro 30, celui qui volera durant le prochain IFT5, a eu ses anciennes tuiles de protection thermique retirées et la couche sacrificielle ablative installée, ainsi que ses nouvelles tuiles thermiques. Plus d'informations sur le programme du vaisseau spatial se trouvent plus tard dans cette vidéo avec Elon Musk. Le matériel pour le deuxième vol de certification du Vulcan Centaur d'ULA est arrivé en Floride par bateau. Dans les mois à venir, ULA empilera et testera sa fusée en vue de son deuxième vol. Pourquoi ce deuxième vol est-il si important ?
C'est parce que la force spatiale américaine a contracté ULA pour lancer 60% de ses charges utiles, mais en raison des retards du Vulcan Centaur, la part d'ULA a déjà été réduite à 46%. Et la force spatiale américaine ne permettrait que la charge utile soit transportée par une fusée qui a volé avec succès au moins 2 fois. Il est donc primordial pour ULA de lancer son deuxième vol sans plus attendre. Cependant, le deuxième vol du Vulcan Centaur devait transporter le Dream Chaser d'Axiom, mais comme il doit s'amarrer à la SSI, Axiom doit effectuer une grande série de tests et ils ont admis qu'il y avait un risque de ne pas respecter le calendrier d'ULA pour son deuxième lancement. Par conséquent, ULA pourrait devoir envoyer une charge utile factice à la place ou des petits satellites comme le fait Ariane 6. Le 3 mai, CASC a lancé le satellite Chang'e 6 qui s'est posé sur la face cachée de la Lune le 1er juin. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode précédent, donc voir en haut à droite de votre écran pour un lien qui vous expliquera un peu plus. L'équipe a eu peu de temps pour réaliser diverses expériences, notamment l'extraction d'échantillons, avant la nuit lunaire, car le vaisseau n'était pas conçu avec des radiateurs et ne survivrait donc pas aux 2 semaines dans le froid lunaire. Peu de temps après, les échantillons ont été mis en boîte et renvoyés sur Terre. Et le 25 juin, les échantillons sont arrivés et ont atterri dans la région de la Mongolie intérieure et seront analysés ultérieurement. La communauté scientifique attend les résultats avec impatience pour voir si cette zone est riche en eau, ce qui permettrait de valider l'emplacement de la future base lunaire que j'évoquerai plus loin dans cette vidéo. Tim Dodd, également connu sous le nom de YouTube Creator Everyday Astronaut, a interviewé Elon Musk à la Starbase et nous avons appris grâce à eux deux quelque chose qui mérite d'être partagé aujourd'hui. Commençons par les normes Star Factory. Elon a expliqué que l'extérieur de l'usine est plus ou moins terminé et qu'à terme, elle pourra fabriquer jusqu'à 100 vaisseaux spatiaux par an, soit un Starship tous les 3,5 jours, pour construire une colonie sur Mars. En comparaison, aujourd'hui, le taux de fabrication du deuxième étage du Falcon 9 est de 1 tous les 2 jours, dans une usine beaucoup plus petite. La version 2 de Starship serait capable de soulever plus de 100 kg vers une orbite terrestre basse, après quelques améliorations, tandis que la version 3 de Starship, avec des améliorations de moteur et des optimisations supplémentaires, serait capable d'envoyer plus de 200 kg vers une orbite terrestre basse, y compris une réutilisation complète et rapide jusqu'à 2 heures plus tard en utilisant les bras du Mécasila selon Elon. Personne n'a jamais fabriqué de fusée entièrement réutilisable auparavant, c'est pourquoi SpaceX doit constamment réviser sa conception pour faire d'un tel défi une réalité. Ils auront besoin de moins de premier étage super lourd que de Starship, environ 5 Starships pour chaque premier étage, surtout lorsque le premier étage mettra jusqu'à 10 minutes pour revenir sur site, alors qu'un Starship peut prendre jusqu'à une demi-journée en fonction de son orbite et de son inclinaison. Cette année, l'accent est mis sur la rentrée en atmosphère du vaisseau spatial ou sur son bouclier thermique et non sur l'envoi des satellites Starlink V2 en orbite. Concernant les tuiles de protection thermique avant l'IFT-4, Elon prévoyait déjà de remplacer ces tuiles du Starship par des tuiles plus résistantes avec 1 à 2 couches ablatives, mais ne pouvait pas dire grand-chose de plus pour des raisons de contrôle ITAR. Il s'agit cependant d'un problème très difficile à résoudre. En revanche, le meilleur bouclier thermique jusqu'à présent se trouvait sur la navette spatiale de la NASA, mais il a fallu en moyenne 155 jours et environ 3000 personnes pour remettre à neuf un bouclier thermique de la navette. Alors, Elon a mentionné que sur l'IFT-3, après la séparation des étages, le premier étage avait une faible pression dans ses réservoirs, ce qui avait été résolu pour l'IFT-4. La partie impressionnante de cette vidéo était la méga baie avec 3 premiers étages super lourds alignés à l'arrière du bâtiment, totalisant un nombre stupéfiant de 99 moteurs Raptor,
une quantité qu'aucun autre fournisseur de fusées n'est capable d'égaler. Un côté de la Star Factory est déjà rempli de matériel et d'outillage, tandis que l'autre côté est encore en cours d'équipement, qui prendra encore 3 mois de travail d'après Elon. Quel changement radical par rapport à l'époque des tentes! SpaceX a investi dans une telle usine bien avant d'être convaincu que le Starship réussirait. Donc Elon a donc une grande confiance dans de tels concepts. L'usine a l'air vraiment propre, ce qui change des tentes poussiéreuses du passé. Le reste de l'entretien avec Elon s'est déroulé sur la rampe de lancement. Nous pouvions voir la taille énorme du pas de lancement et de la fusée IFT-4 avec pour échelle Elon et Tim au premier plan. Une ingénierie absolument colossale. Pour l'anecdote, Elon a pensé au bras de Mechazilla attrapant le premier étage après avoir regardé le film Godzilla. La tour Mechazilla numéro 2 sera également plus haute que la première pour tenir compte de l'augmentation de hauteur de 30 mètres pour la version 3 du Starship. Le pas de lancement, le déflecteur de flammes et l'eau de refroidissement sont entièrement repensés pour la tour numéro 2 par rapport à la tour numéro 1, selon Elon Musk. Concernant la tentative de récupération du premier étage durant l'IFT 5, cela se produira avec la tour Mechazilla 1 et si ces bras de la tour sont endommagés, Elon a déclaré qu'ils avaient des bras de remplacement. La NASA a attribué à SpaceX le contrat de déorbiter la Station spatiale internationale de manière contrôlée et sûre à la date de la mise à sa retraite en 2030. Le contrat a une valeur potentielle totale de 843 millions de dollars. La fusée Alpha de Firefly s'internationalise. En collaboration avec la Swedish Space Corporation, Firefly étend les capacités de lancement de son Alpha au centre spatial d'Esslingen en Suède à partir de 2026. Ce nouveau partenariat débloquera de nouvelles capacités pour le marché européen des satellites. Pour rappel, jusqu'à présent, seul PLD espère trouver un site de lancement en Espagne. D'autres sites de lancement verticaux à proximité se trouvent en dehors de l'Union européenne. Il y en a donc un en Norvège et 2 au Royaume-Uni. La semaine des lancements de fusées a débuté le 22 juin depuis la Chine, avec un lancement par CASC de sa Longue Marche 2C pour sa mission Swarm en collaboration avec les agences spatiales européennes. Le satellite a atteint son orbite prévue. Cependant, le premier étage s'est écrasé près des habitants, dégageant une partie de son carburant hypergolique très toxique. Le lendemain, SpaceX a lancé un lot Starlink appelé Groupe 10-2 depuis la Floride à bord d'une Falcon 9. C'était le 11e vol du premier étage qui atterrissait sur un drone ship. Le 24 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie avec un autre lot de Starlink pour sa mission Groupe 9-2. Le premier étage a également atterri sur un drone ship pour la 11e fois. Le 25 juin, SpaceX a lancé depuis la Floride une Falcon Heavy pour sa mission GOES-U, un satellite météorologique pour la NOAA. Le noyau central n'était pas réutilisable pour des raisons de performance, tandis que les boosters latéraux étaient neufs et sont retournés au site de lancement. Le dernier lancement de fusée a eu lieu le 27 juin pour SpaceX avec une autre mission Falcon 9 Starlink Group 10-3 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 22e fois, un autre record pour SpaceX, et a atterri sur un drone ship. En résumé, du 1er janvier au 27 juin 2024, 124 fusées ont été lancées avec succès, dont 80 provenaient d'entreprises ou d'institutions américaines, et 28 d'entreprises ou d'institutions chinoises. Les gouvernements russes et chinois ont maintenant signé un accord pour collaborer sur la construction d'une base lunaire appelée Station internationale de recherche lunaire, qui deviendra une infrastructure scientifique à la surface lunaire pour mener des expériences biologiques et médicales, ainsi que pour étudier l'utilisation des ressources que la Lune offre. Il est également prévu de comprendre des télescopes
puisque la Lune possède une fine atmosphère appelée exosphère et offre donc une distorsion plus faible que celle observée sur Terre. Les composants de la base lunaire devraient être achevés d'ici 2035 et le projet a également attiré d'autres pays tels que l'Azerbaïdjan, l'Égypte, le Pakistan et la Biélorussie. J'apporterai plus sur ce sujet au fur et à mesure. Terminons cet épisode avec une photo prise par le télescope spatial James Webb de la nébuleuse du Serpent. Elle est située à 1300 années-lumière de la Terre, soit 12,3 milliards de kilomètres. Cette nébuleuse abrite un amas particulièrement dense d'étoiles en formation récente, âgées d'environ 100 000 ans, dont certaines finiront par atteindre la masse de notre Soleil. Le centre de l'image est ce qu'on appelle l'ombre de la chauve-souris. Il contient une étoile particulièrement brillante avec une ombre de sablier au-dessus et en dessous. La nébuleuse est une jeune région de formation d'étoiles remplie de fines couches de gaz et de poussière orange, rouge et bleu. Quelle image incroyable! Merci beaucoup d'avoir regardé votre dernier épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget. Au revoir et passez une bonne semaine.